Dans ce journal, vous allez suivre le message du gouverneur de cette province. C'est tout pour l'éthique. Place à l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. C'est direction Ituri, le pont Kibi situé en chefferie de Kakwa dans les territoires d'Aru est désormais opérationnel. La cérémonie de coupure du ruban symbolique a eu lieu samedi 25 juillet par l'administrateur du territoire d'Aru en présence de toute la notabilité locale. Suivant. Cette gigantesque infrastructure est construite entre le centre commercial d'Ariwara et la frontière de Kengezi-Base. Elle facilite désormais l'approvisionnement de marchandises et de produits agricoles entre plusieurs communautés vivant dans les coins et les pays frontaliers, notamment l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le chef de la chefferie de Kakwa, Chouki Alikambo David, remercie ainsi l'administration militaire pour cette œuvre de plus. Vous venez de désenclaver cette partie où il y avait des difficultés. Nous remercions le gouverneur pour nous avoir prêté main. La Fédération des entreprises du Congo FEC, en sigle, quant à elle, a salué l'expertise de l'entreprise OGK. Voilà, aujourd'hui, les ponts est construit. Protégeons-les, car c'est notre commerce sera à sa place. Au nom de l'entreprise OGK, maître Sami Azabo affirme que ce pont pourra supporter 70 tonnes. Nous demandons particulièrement à son excellence, monsieur le gouverneur militaire, d'avoir un œil particulier sur Aru pour que, effectivement, ces infrastructures aient lieu, qu'ils fassent des lobbying au chef de l'État, au gouvernement national, pour que Aru reçoive quand même ce qu'il peut recevoir. Le représentant du gouverneur militaire, le colonel Richard Mbambi Kitabakulu, administrateur du territoire d'Aru, en a insisté sur le respect de tonnage. Vous avez protégé les travaux et même les personnels de l'OGK. On n'a pas eu d'incident. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Notons que le conseiller en charge des infrastructures du gouverneur militaire de l'Ituri, le capitaine Yanoula Alimassi, le représentant de l'office des routes et bien d'autres personnalités étaient présents à la cérémonie. Restons dans cette même zone géographique. Fin aux tracasseries, les autorités militaires haussent les tons contre les barrières illégales qui étouffent la population dans cette province. Sur instruction du gouverneur militaire, le général des brigades, Boni Matiti, a lancé un message d'avertissement clair aux hommes en uniforme. C'était le vendredi 24 juillet à Maï, Centre, nous dit Junior Selemani. Tolérance zéro face aux tracasseries militaro-policières et aux barrières illicites en province de l'Ituri. C'est le message fort lancé par le général de brigade Boni Matiti, commandant adjoint du secteur opérationnel de FARDC, lors d'une causerie morale animée au camp de la police nationale congolaise à Mahagi Centre. La barrière illicite. Les barrières illicites que vous érigez tous les quelques kilomètres jusqu'à dans les plus petits villages doivent cesser. Vous installez des barrières partout, même pour les vélos et les motos. Vous exigez de l'argent pour laisser passer les gens et même les colis ne sont pas épargnés. À partir d'aujourd'hui, cette histoire prend fin. Le propos de fermeté du commandant adjoint du secteur opérationnel s'aligne parfaitement sur le télégramme officiel classé en urgence émis par le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kassongo Mulumba Gabi. Dans cette note transmise au commandement militaire et aux autorités territoriales, l'exécutif provincial ordonne la suppression immédiate de toutes les barrières de tracasserie et des raquettes. Le gouverneur militaire avertit que tout récalcitrant sera radié ou transféré d'office à la justice militaire pour violation de consignes, tout en enjoignant aux maires et administrateurs des territoires de documenter chaque cas. Notons que cette mise en garde est claire et sans appel, rappelle à chaque élément de force de l'ordre sa mission première, protéger les citoyens et non les asphyxier. C'est tout l'enjeu des prochains jours pour restaurer la confiance entre l'armée et la population iturienne. Infrastructure à Jolicite au Lualaba, l'espoir revient grâce aux travaux anti-érosifs lancés par le gouverneur Fifi Masuka Saini. Un gouffre de 65 mètres secondes. Des familles qui vivaient dans la paire retrouvent enfin la sérénité. Suivant. Il y a 5 mois, l'érosion de Kibouza ressemblait à une plaie béante de 2,30 km qui déchirait tout un quartier. 65 mètres de profondeur, l'équivalent d'un immeuble R+1. Ici, chaque pluie était une menace et chaque nuit, une angoisse.
Les habitants avaient presque perdu espoir. Infatigable, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini l'a encore prouvé samedi 18 juillet. Elle a débarqué sur le site pour constater personnellement l'avancement des travaux de lutte anti-érosive. Avec elle, le ministre provincial des infrastructures, le professeur Moïse Moukepe Kailou. Le résultat force le respect. Sur les 2,3 km prévus, 1 km est déjà bouclé. Là où il y avait 65 mètres de vide, il ne restait que 2 mètres à combler. Le travail qui s'est fait ici en peu de temps, nous ne pouvons que encourager. 5 mois de travail acharné, la détermination est visible pour arriver à bout de cette catastrophe naturelle qui a englouti plusieurs habitations. Là où il y avait un gouffre, une route réapparaît à la grande satisfaction de la population. L'entrepreneur à pied d'œuvre sur les lieux réalise presque l'impossible sous la rigueur de la gouverneure de province. Pour les habitants de Kibouiza, c'est plus qu'un chantier, c'est la vie qui reprend et la peur qui s'en va. De son côté, le gouvernement provincial ne lâche rien afin de sécuriser une population en détresse. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue de nous dire de travailler parce qu'il n'y a personne d'autre qui viendra travailler à notre place et c'est ce que ces jeunes sont en train de démontrer aujourd'hui. De la peur à l'espoir, au quartier Jolissi Kibouiza, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini prouve qu'avec une dose de volonté, même la terre peut être domptée. Une action des plus qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour un Congo résolument engagé sur la voie du développement de ses infrastructures. À Saliboko, dans le Tanganyika, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Les habitants sont contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner. Face à cette réalité, le ministre provincial en charge du budget, Maté Kamafwa, a lancé les travaux de construction d'un puits d'eau potable, un projet qui s'inscrit dans ses actions en faveur de la santé et de l'éducation. L'accès à l'eau potable demeure un véritable défi pour les habitants du village de Saliboko, contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau. Face à cette situation préoccupante, l'honorable Maté Kamafwa Simplice se rendit sur place afin de s'enquérir des difficultés rencontrées par ses électeurs. Répondant à cette préoccupation majeure, il a procédé au lancement officiel des travaux de construction de puits d'eau potable, une infrastructure qui desservira l'ensemble de la population du village. La santé n'a pas de prix. Après avoir visité le centre de santé dans ce même village, l'honorable Maté Kamafwa Simplice a rassuré la population que cette structure sera prochainement équipée de matériels médicaux afin d'assurer une prise en charge adéquate des malades. Mofwa Simplice poursuit également ses actions dans le domaine de l'éducation. Il a doté l'école du village des Tolles destinée à la construction d'une cuisine. Cette infrastructure permettra aux mamans chargées de préparer les repas des élèves de travailler dans de meilleures conditions. Un geste salué avec satisfaction par les femmes de Saliboko. Le directeur de l'école a pour sa part exprimé sa reconnaissance pour cet appui. Il a souligné que cette cuisine contribuera à améliorer les conditions de préparation des repas scolaires ainsi que le bien-être des élèves. Il a également appelé la population à préserver ces ouvrages pour les générations futures. Par ailleurs, la problématique de l'accès à l'eau potable demeure une priorité des autorités provinciales. C'est dans cette optique que le ministre provincial des hydrocarbures a reçu une délégation venue de Kinshasa dans le cadre d'une mission de vulgarisation des actions liées au secteur de l'eau dans la province du Tanganyika. Nous l'avons dit dans les sommaires, le Olomami se prépare à accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi pour l'inauguration de l'usine de la Régie des eaux et lancer d'autres travaux. Le chef de l'exécutif provincial active les batteries en marche et appelle la population à lui réserver un accueil chaleureux. Regardez. Les Olomami entrent en effervescence à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute la province est déjà en ordre de bataille. Le gouverneur, honorable Banzamoulme Marmo, représentant fidèle du chef de l'État en province, active déjà toutes les batteries. Objectif, offrir un accueil à la hauteur du rang du père de la nation. Le gouverneur de province, Banzamoulme Marmo, invite toute la population de notre chère province à réserver un accueil délirant aux premiers citoyens de la République. Nous citons Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, qui arrive à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, ce mercredi 29 juillet 2026. Nous disons à l'unisson à notre hôte de marque, chef de l'État et commandant suprême des forces armées
de la République démocratique du Congo. La province du Haut-Lomami vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour chez nous, chez vous. Karibu sana, wako wako. Un regard rétrospectif sur les activités du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette semaine, le chef de l'État a reçu le nouveau inspecteur général de l'UGF qui lui a présenté le plan stratégique 2026-2028 pour lutter efficacement contre l'écoulage de recettes et assainir le secteur financier. Le garant de la nation a également accordé une audience au directeur général de l'ARSP à la Cité de l'Union africaine sur la question de la sous-traitance en faveur des entreprises congolaises. Le résumé avec Pierre Kibambe Somé. Sa prise de fonction est intervenue le 15 mai 2025. L'inspecteur général des finances Christophe Bitassima Baï est venu en compagnie de son adjoint Emmanuel Tshibingu présenter au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'état des lieux de l'IGF ainsi que le plan stratégique élaboré pour l'horizon 2026-2028. Ce plan stratégique, selon l'inspecteur général des finances, vise essentiellement à passer du contrôle manuel et ponctuel à un contrôle digitalisé beaucoup intelligent qui consiste en une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui se créent au pays. Nous voulons ériger l'IGF en un organe d'intelligence au service de la transformation de la gouvernance publique, a déclaré l'inspecteur général des finances. Le président de la République a exprimé son soutien aux nouveaux dirigeants de l'inspection générale des finances. Il les a assurés de son implication dans la mise en œuvre et dans l'application du plan stratégique de l'IGF. Un autre cadre reçu au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine après sa nomination par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ted Beleshai Kassanda. La mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance que le chef de l'État considère comme un instrument stratégique pour promouvoir les contenus locaux et renforcer l'entrepreneuriat congolais était au cœur des échanges. Au sortir de cette entrevue, Ted Beleshai a dit avoir reçu des orientations claires du président de la République. Le chef de l'État m'a demandé d'être ferme et intransigeant dans la lutte contre les mauvaises pratiques dans les secteurs privés, notamment contre les entreprises qui contournent la loi, a indiqué le directeur général de l'ARSP, précisant que le président de la République souhaite que la loi sur la sous-traitance devienne un véritable levier pour l'émergence d'une classe d'entrepreneurs congolais. 5 minutes pour revenir sur les principaux faits de l'actualité, entre autres la lutte contre la virus Ebola et la validation de la République démocratique du Congo au processus ITIE international, le condensé de Constance Mananga. Lutte contre la maladie à virus Ebola, les gouvernements peaufinent des stratégies pour une réponse efficace. Arrivée dans la semaine à Kisangani, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé que 50 millions de dollars américains ont été débloqués pour soutenir la riposte sur l'ensemble du territoire national. Dans cette même lancée, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba ont autour d'une table évoqué la possibilité d'intégration dans les paquets de soins, les systèmes de l'assurance maladie pour faire face aux coûts élevés des soins de santé. Validation de la RDC au processus ITIE international prévu au mois d'octobre 2026 en Belgique. Les parties prenantes de l'ITIE RDC ont harmonisé leur point de vue sur les préparatifs de cette grande messe. C'était pendant la 140e réunion du comité exécutif de l'ITIE RDC présidé par le ministre d'État, ministre du Plan Guilain Niembo. Autre fait
d'actualité dans la semaine, c'est cette signature d'Avena au contrat de partage des productions liées à la zone maritime d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. La ministre des hydrocarbures, Akasia Bandoubola, a fait les déplacements de Luanda afin de concrétiser cette vision diplomatique et économique. 26 ans après la résolution 1325 des Nations Unies, les acteurs engagés dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité intensifient leur plaidoyer pour une meilleure appropriation de ces textes à tous les niveaux. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, a réitéré l'engagement de la télévision nationale à accompagner les initiatives à promouvoir la paix et accompagner toutes les structures institutions dans la vision du développement et sensibilisation de bonnes pratiques. Dans la localité de Mibou, située dans la commune de Lancélé, la population vit un véritable parcours du combattant pour accéder à ses habitations. Les têtes d'érosion menacent plusieurs avenues et ont déjà endommagé de nombreuses maisons. À cela s'ajoute le manque d'électricité et la pénurie d'eau potable. Face à cette situation, la population lance un cri d'alarme et appelle les autorités compétentes à intervenir de toute urgence. Pour terminer, une question de sécurité s'impose, un drame qui interpelle sur la présence et les dangers des engins explosifs abandonnés. 2 enfants dans la commune de Ngaliema, précisément à Maloueka, des enfants ont été victimes d'un objet explosif ramassé puis manipulé comme un simple jouet. Dossier grand format de ce journal magazine à Kinshasa, les embouteillages pèsent sur l'économie. Matin et soir, les axes principaux sont saturés. Conséquence, perte de temps, perte d'argent pour les entreprises et le ménage. Des pistes de solutions dans ces dossiers, Toto Sungu et Bijou Ekamba. Dès les premières heures de la journée, la circulation fuse sur plusieurs grandes artères de Kinshasa. Klaxons, moteurs au ralenti, passagers impatients, des milliers de véhicules avancent parfois à la vitesse du pas. Pour de nombreux habitants, passer plusieurs heures dans les embouteillages est devenu une réalité quotidienne. La première chose à retenir dans la ville de Kinshasa, les activités commerciales sont orientées vers le centre-ville. Donc, le centre de consommation, c'est unidirectionnel. Les populations doivent se déplacer vers le centre-ville. Et lorsqu'il y a des embouteillages, ça complique déjà et la célérité dans des activités commerciales. Si quelqu'un qui va au travail pour parcourir un trajet de 5 km, il doit passer 2 heures. Ça veut dire que la production a baissé. Même les agents de l'État aussi perd beaucoup d'argent, les privés aussi. Et les gens qui vont dans des rendez-vous de business, vous pouvez rater une affaire puisque vous avez été bloqué. Même chez nous en médecine, c'est encore plus compliqué. Puisque quelqu'un doit aller rapidement à l'hôpital pour être pris en charge. Mais il arrive que même l'ambulance est bloquée des embouteillages. Il y a un malade qui peut mourir puisqu'on a perdu 5 minutes seulement dans sa prise en charge. Ces ralentissements ont également un coût pour les activités économiques. Les retards de livraison perturbent les commerces, tandis que les transporteurs dépensent davantage en carburant et en entretien de leurs véhicules. Nous pensons que c'est un très grand sujet économique et qu'on ne peut pas se passer de la résolution de l'embouteillage à Kinshasa par rapport à l'économie. Il y a une perte énorme qu'on demande, surtout aux chercheurs, de continuer à faire pour quantifier. Mais je pense que ça se passe en termes de milliards de dollars chaque année. La ville de Kinshasa devait perdre, selon moi, entre 2 à 5 milliards de dollars à cause des embouteillages chaque année. Plusieurs facteurs expliquent cette congestion, un réseau routier insuffisant, des infrastructures parfois dégradées, une forte croissance du parc automobile et une urbanisation inadaptée. Les principaux axes supportent l'essentiel des déplacements quotidiens, ce qui accentue les bouchons aux heures de pointe.
tout doit se concentrer peut-être sur Gombe. L'attractivité de la ville de Kinshasa dépend aussi des embouteillages. Et parmi les solutions, il y a les infrastructures qu'il faut améliorer. Il faut améliorer aussi les codes. Il faut améliorer l'éthique aussi exactement. Face à cette situation, de nombreux habitants souhaitent des solutions durables, améliorer des infrastructures, meilleure gestion du trafic et développement des transports publics. La durabilité des routes dépend d'un entretien constant. Les intempéries, l'insalubrité et l'usage abusif fragilisent ces infrastructures essentielles, accélèrent leur détérioration. Comment assurer la préservation des routes d'intérêt public? Eh bien, la réponse dans ces dossiers signés Bobette Ing. Près de 153 000 km, c'est le patrimoine routier congolais dont la plupart ne sont pas revêtus. En milieu urbain comme Kinshasa, le trafic est intense. Plus la chaussée est utilisée, plus il y a nécessité de l'entretenir. C'est le souhait des usagers de la route. L'État a sa banzela o ya sika ba sa na bango. Mais ba o ya kaleza ke kufa déjà ba ko na bango bongisa ngoti. De toi na besoin de ba sa o ya sika. Ba za be o ba o ya kala na zo kufa na ba sa nini. Ba bongisa po ba mbute sa nini e dimine na mbuka. Ne balandela ngote so ezala ke baba na olandela ngombe bonga deja tema balandela na bango ngote do eloko te bakanivo nde bakanivo wana nyonso po efungwama so bakanivo neza ko kanga mata basali banzela ebanda ko bukana nango kaka pe mboka na biso mingi esenga nango beton. Le professeur Dr Pandou assure tous les coûts relatifs aux routes à l'INBTP. Pour lui, plusieurs facteurs sont à la base de la détérioration d'une route. Les problèmes sont multiples. Ils peuvent être occasionnés par le vieillissement d'une voie. Vous savez que quand on construit une route, ce n'est pas pour une durée indéterminée, c'est pour un temps bien précis. Les chaussées souples, par exemple, sont dimensionnées pour 15 ans. Et ajouter à cela les intempéries, dont la pluie, par exemple, eh bien, cela apporte leur lot de malheurs. Il y a parfois les ouvrages annexes, hein, notamment les caniveaux, s'ils ne sont pas suffisamment bien entretenus, eux aussi peuvent apporter leur lot de malheur sur la chaussée. Et les moyens sont réduits, sont insuffisants. C'est comme ça là que nous observons, malheureusement, nos voies qui sont dans l'état qui laisse à désirer. À chaque problème, une solution spécifique. Quand on suit l'état d'une route, hein, on suit son état, on sait intervenir à temps pour éviter à ce que, ma foi, les coûts puissent être un coût très élevé. Alors, intervenir à temps, ça veut dire qu'on peut intervenir dans le cadre d'effectuer les travaux de pointe à temps. On peut intervenir dans le cadre de pouvoir renforcer, hein, donc le travaux de renforcement, augmenter la capacité pourtant de la voie, ou alors arriver à la reconstruction. Donc, c'est une opération qui doit être à la base de la maintenance. L'entretien nécessaire, on ne peut pas attendre que la route se dégrade totalement. Dès qu'on remarque qu'il y a des dégradations, on intervient aussitôt. Dans l'entretien des routes, il y a l'aspect salubrité. La population a sa partition à jouer. Les usagers de la route, c'est surtout les automobilistes. Alors, il faut qu'ils soient sensibilisés pour que évoluer dans ces voies-là n'importe comment. La population a sa part de responsabilité, l'État aussi a sa part de responsabilité. C'est tout le monde qui doit mettre un peu du sien pour conserver les ouvrages, parce que les routes sont des ouvrages qui coûtent énormément cher. Les efforts du gouvernement sont considérables, certes, mais plusieurs tronçons sont devenus impraticables à cause de l'incivisme de la population. Pour la durabilité de nouvelles infrastructures routières, l'entretien est une opération vitale pour ces routes. Merci Bobette Enga pour ces dossiers. Direction au Katanga où la députée nationale Lorraine Lusambo Kazadi s'attaque aux pénuries d'eau de Kikula à Kamombele. Des infrastructures sont remises en service pour redonner l'eau potable aux populations locales. Images et commentaires. Vacances parlementaires, mais pour l'honorable Lorraine Lusambo Kazadi, élu provincial de l'Ikassi, pas de repos. Retour au peuple, retour aux vrais problèmes. Dès son arrivée dans son fief électoral, cap sur Kikula.
Alerte lancée par le responsable du développement rural, le point d'adduction d'eau, panne de panneaux solaires, difficulté d'approvisionnement en eau potable. Un bon député ne parle pas, un bon député agit. Et sur le champ, Laurent Lusamba Kazadi sort une somme importante pour la réparation. Objectif, que l'eau coule à nouveau et vite au bénéfice de toute la population. Les actes valent mieux que les discours. Deuxième étape, Kamombela, un quartier oublié, pas d'eau potable, l'insécurité comme au quotidien, des kilomètres à parcourir pour une goutte d'eau. Ici, pas de protocole, pas de barrière, l'élu descend, elle écoute, elle prend note, un échange direct patriotique avec ce qu'on appelle la base. Même à moto, même sous le soleil, l'essentiel, c'est que le travail parlementaire se fasse sur le terrain. Et la preuve, chemin faisant, une borne fontaine en panne, pas de pompe, pas d'accessoires, ainsi dit, ainsi fait. Lorraine Lusamba met encore la main à la poche. Elle ordonne qu'on installe tout pour que l'eau jaillisse à nouveau dans ce coin de la ville. Proximité, réactivité et sens du service public. En ses vacances parlementaires, l'honorable Laurent Lusamba Kazadi rappelle une chose simple. Être élu, ce n'est pas un titre, c'est une mission. Santé, la drépanocytose n'est pas une fatalité, mais plutôt un handicap avec lequel on peut vivre sainement. C'est le message central du livre La lumière sur les os brisés de Dorcas Umbalo. La cérémonie du vernissage de cet ouvrage parrainé par Bernadette Pundou a eu lieu dans la salle des conférences de l'INRB. Un reportage signé Mireille Ndeke. La lumière sur les os brisés n'est pas juste l'intitulé d'un ouvrage, mais aussi la bravoure d'une jeune dame médecin et drépanocytaire qui a su transformer sa douleur en une force pour motiver ses pairs. Cette cérémonie de vernissage sous le parrainage de Bernadette Pundou, l'une des pionnières de première heure dans la lutte contre les drépanocytoses, était également un espace d'échange, de sensibilisation et de partage d'expériences sur les questions liées à cette maladie. Mon souhait est que ces livres redonnent de l'espoir à ceux qui souffrent, sensibiliser davantage à l'importance de la prévention et rappeler à chaque personne vivant avec la drépanocytose qu'elle n'est ni seule, ni condamnée à renoncer à ses rêves. Pour Bernadette Pundou, ces livres ne gardent pas toujours un souvenir d'une histoire personnelle, mais plutôt une force et une volonté soutenue par la connaissance. Elle a encouragé l'auteur pour son dévouement malgré sa condition. Ce livre parle du courage d'une personne. Plutôt que de se recroqueviller dans son lit en train de pleurer sur son sort, a préféré faire le parcours des études de médecine, parcourir ces longues années pour porter la blouse blanche et être de l'autre côté du mur. Pour prévenir, oui, mais pour dire que c'est possible. Aux côtés de cette sensibilisation s'ajoutent aussi les efforts consentis par le gouvernement pour une meilleure prise en charge afin de réduire les taux de mortalité liés à cette maladie. Nous félicitons le gouvernement à travers le ministre de la Santé a pu octroyer au programme un lot important de tests de dépistage rapide qui nous a permis de former, et nous félicitons aussi la première dame de la République qui, à travers son action qu'elle a eu à poser au niveau de l'hôpital Yolo Mabanga par la réfection de cet immeuble pour donc donner aux drépanocytaires un endroit digne pour se faire soigner et un endroit de proximité. Il s'est de rappeler que cette cérémonie a connu l'engouement de plusieurs personnalités dont des éminents professeurs, des étudiants et membres de la société civile. Lumière sur les os brisés est donc un message d'espoir aux drépanocytaires et une invitation à bâtir une société plus informée et plus sociale. Enfin, l'Université des sciences de l'information et de la communication a organisé une cérémonie de soutenance des thèses de doctorat de Félix Zaloumé Tidandou, cadre à la RTNC, autour du thème culture de l'écrit scolaire des bases et reproduction des inégalités sociales en RDC de 1943 à nos jours. Un reportage de Pati Tondouang. Conférant au candidat précité le grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. Félix Zaloumé Tidandou est désormais docteur en sciences de l'information et de la communication. Après la soutenance de sa thèse reçue avec la mention grande distinction,
Travail de 371 pages basé sur la culture de l'écrit scolaire de base et la reproduction des inégalités sociales en République démocratique du Congo de 1943 à nos jours. Les promoteurs des thèses, le professeur Boudibani, soulignent la pertinence de ces travaux scientifiques. C'est une remise en question permanente. À l'époque coloniale, on peut même se réjouir qu'il y avait quelques bibliothèques publiques dans les écoles, dans les villages. Mais aujourd'hui, faites le bilan. Dans les communes, qu'est-ce qu'il y a? Rien comme centre de lecture. Et on veut que les gens se développent. Ils vont se développer sur quelle base? Le nouveau docteur en sciences de l'information et de la communication, Félix Alometi Dandou, est revenu sur les motivations qui ont conduit à cette recherche avant de proposer quelques pistes de solutions. Nous avons approfondi notre recherche pour connaître le faille de cette politique belge. Et cette même politique belge s'est poursuivie encore à l'époque postcoloniale. C'est-à-dire que les mêmes tares, pas de livres, pas de bibliothèques, pas d'enseignants de grande qualification pour assurer avec compétence les enseignements auprès des élèves. Les éléments que je donne ici, c'est pour que les autorités, pour que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire puisse s'en approprier, surtout pour former les enseignants, former l'expertise pour rédiger les manuels scolaires, produire les manuels scolaires, distribuer les manuels scolaires, diffuser les manuels scolaires auprès des élèves. Les insignes de l'université lui ont été remis par la rectrice de l'UNISIC, Espérance Baedila, copromotrice de cette thèse. Pour Félix Dalometi Dandou, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour sa carrière professorale à l'UNISIC. Fin de ce journal magazine, merci de l'avoir suivi. La RTNC vous accompagne désormais partout. Ne ratez plus aucun journal, émission ou événement en direct grâce à la toute nouvelle application RTNC TV à télécharger sur Google Play Store. Suivez la chaîne nationale en direct où que vous soyez. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Bienvenue à la 6e édition de Trophée MTK Salou Femme d'honneur. C'est vendredi 31 juillet 2026 à Lubumbashi. Hommage à celles qui bâtissent sans bruit, soutiennent sans relâche et élèvent dans l'ombre des destins extraordinaires. Madame Thérèse Batou-Kezanga, gardienne discrète de l'héritage du grand écrivain. Madame Pélagie Mawaya Mutoke, Lunda Boulolo. Madame Georgette Eto, épouse du légendaire Samuel Eto, symbole de résilience. Sa Majesté la Reine Cécile Molongo, Martine Zeti Salima Kitenge, compagnonne d'un bâtisseur de savoir. Madame Alphonsine Barouti Kassogo, Madame Lydie Zaina Toubaya. Rendez-vous à Lubumbashi. Trophée MTK Salou, Femme d'honneur. L'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. 20 décembre 2023. Une campagne pas comme les autres. Découvrez le parcours de Félix Tshisekedi et de son équipe à travers les défis logistiques, politiques et humains. On fait un effort pour faire 3 meetings dans 3 destinations différentes. Demain, on a Louisa, on a Lodja et Chikapa. Découvrez l'histoire derrière chaque discours, chaque promesse, chaque kilomètre parcouru pour rassembler une nation. Physiquement, c'est très éprouvant. Tout ça, ça nécessite une préparation psychologique, physique aussi. Un voyage à travers 26 provinces, des milliers de kilomètres pour écouter chaque voix et porter chaque espoir. Nous avons besoin de votre confiance et de votre soutien le 20 décembre. Le film qui révèle les coulisses d'une campagne historique. Même morale. Fachi Béton. Le carnet de campagne. Un film qui plonge au cœur d'une élection historique. Révélons les espoirs, les défis et l'héritage d'un leader.
Il s'adresse au président comme le guide de la nation. En exclusivité, préparez-vous à revivre la campagne qui a changé l'histoire. Fachi Béton, carnet de campagne, ce 29 juillet à partir de 19h sur vos chaînes de télévision